Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos du journal d'une installation saison 2, car cela fait déjà la deuxième année que je te présente un petit peu ce qui se passe dans notre parcours en tant qu'investisseur et dans lequel je te parle de nos différents investissements, à savoir dans la pharmacie de Pavie, la pharmacie de notre collègue Hélène, la pharmacie des Emmurés, notre collègue et ancien adjoint Maxime, et puis le nouveau projet que l'on a mis en place avec Alexis Alvarez. Pour cette semaine, peu de choses finalement à dire pour les Emmurés et pour la pharmacie d'Hélène, avec honnêtement le petit ronron quotidien, des commandes de rétrocession, d'échanges sur les génériques. Alors, au moment où tu regarderas cette vidéo, on sera bien loin de cette négociation qu'on a actuellement avec les génériqueurs. Là, quand je te réalise cette vidéo, on est le 26 juin. Il est tombé un véritable coup de massue dans l'univers pharmaceutique avec une remise à plat finalement des remises arrière des génériques par le gouvernement. Il y a un énorme levé de bouclier par la profession, mais également par l'ensemble des professions médicales, car cela touche aussi nos collègues médecins et kinés avec des problèmes de revalorisation de leurs actes. Bref, un gros sujet qui touche indéniablement nos deux pharmacies satellites. Et c'est là que je me dis que finalement, pour ces deux pharmacies, le fait d'être groupés, d'être avec nous, au-delà même de notre groupement officiel qui existe, c'est finalement donner plus de corps, plus de forme, plus de force dans nos négociations laboratoires pour optimiser nos conditions commerciales, nos conditions de travail avec nos différents fournisseurs. Mais pour cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler plus précisément du dossier d'Alexis, car enfin, on avance, et là, on avance vite. Comme tu le sais, il y a 2 semaines, le 13 juin, Alexis a signé un compromis de cession pour la pharmacie, la seconde pharmacie de Pavie. Comme nous avons pas mal assisté Alexis dans ses démarches d'installation, de recherche, et qu'il avait finalement besoin d'investisseurs, eh bien, au moment de la signature, peu de temps après, il nous a sollicité en nous disant voilà, écoutez, vous m'avez apporté beaucoup d'informations, vous m'avez donné beaucoup de conseils. J'aurais besoin de vous, peut-être, si vous êtes d'accord, en fait, pour m'accompagner dans cet investissement. Et puis, ça fait sens avec votre investissement déjà présent avec la pharmacie d'Hélène. Et c'est bien évidemment qu'on a répondu présent, car, encore une fois, on va être amené à créer un projet global, un projet unique, un projet dynamique, un projet, je dirais, qui va rassembler tous les éléments qui vont faire de ce regroupement de ces deux structures un projet d'une cohérence folle, un projet extrêmement ambitieux, extrêmement porteur. Et donc, dans ce cadre, on a été amené à solliciter Gilles Andrieux du cabinet Espace de façon à ce qu'il nous assiste dans la création du dossier bancaire. Donc Gilles, on lui a déjà transmis toutes les pièces, il est en cours, en finalisation de ce dossier lorsque Alexis était en phase d'attente, on va dire. Depuis la signature du compromis, on lui a donné donc tous nos éléments. On s'est organisé également pour se rapprocher du cabinet Gaumont, qui est notre cabinet d'avocats, de façon à pouvoir voir un petit peu comment on allait pouvoir intriquer un petit peu la structure d'Alexis, la structure d'Hélène au sein de Pavie et au sein de notre univers pharmaceutique sociétal, je dirais. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a rencontré lundi Maître Gaumont, assisté de son collaborateur, Hugo, dans le cadre de la création d'un pacte d'associés. Alors, cette vidéo, elle va être essentiellement orientée sur le pacte d'associés parce que je veux te montrer en fait l'importance de la création d'un pacte d'associés lorsqu'on réalise un système comme ça, en fait, lorsqu'on va réaliser l'association entre un pharmacien exerçant qui va se créer une SPFPL et puis un pôle d'investisseurs, en l'occurrence nous, qui avons déjà une SPFPL active et qui va participer à l'investissement, à l'installation d'Alexis dans cette structure. Alors, un pacte d'associés, quels sont les points structurants finalement d'un pacte d'associés ? Un pacte d'associés, déjà, ça doit identifier les différents parties en place, les différentes SPFPL, les différents associés investisseurs et le pharmacien exploitant. En identifiant donc les SPFPL par leur nom, en les rattachant avec des personnes
physiques, des personnes qui existent, et en leur donnant les qualifications. Ensuite, quel est l'objet finalement du pacte? C'est l'organisation dans les relations entre les différents associés, et puis la manière dont va être gérée la société d'exploitation, la société, la SEL. Dans ce pacte d'associés, on va également rappeler quelle est la répartition du capital et des droits de vote qui sont rattachés à cette répartition de capital. Classiquement, on est sur une répartition 49-51 avec des droits de vote qui vont plutôt être de l'ordre 50-50. On va mettre également en place des règles de gouvernance avec les pouvoirs, les désignations du gérant et la désignation d'une éventuelle présidence fixe ou tournante. Il va également y avoir un rappel des engagements d'exercice, des obligations déontologiques du pharmacien. On va mettre en place les clauses de sortie avec la préemption, les agréments, les règles en cas de cession forcée, les modalités de valorisation des titres en cas de départ ou de revente, les règles de confidentialité, de non-concurrence ou de non-débauchage en cas de séparation des associés, et puis également la durée du pacte, et puis les modalités d'une éventuelle révision de ce même pacte. Alors quel est l'avantage du pacte? Tu l'as compris, si tu suis régulièrement ce podcast, un pacte d'associés, cela permet de clarifier les rôles entre les associés investisseurs et le pharmacien exploitant. Cela permet d'identifier qui fait quoi et quelles sont les limites finalement d'action de chacun des différents partis. Cela prévoit et essaye de prévoir les cas de conflits les plus courants, les plus communs et les règles de désengagement qui peuvent émaner de conflits non résolus. Cela permet bien évidemment de sécuriser le contrôle de l'officine par le pharmacien exploitant. En gros, les investisseurs, par la réalisation d'un pacte d'associés, je dirais, cohérent, normal, n'ont pas le droit de mettre sous pression le pharmacien existant pour l'obliger à n'avoir que de la rentabilité, parce que ça c'est quelque chose qui est très important, il faut rester éthique, et ça moi c'est comme ça que je vois l'association. Et puis, ça facilite bien évidemment les discussions en cas de divergence stratégique, parce que finalement, le pacte d'associés, cela permet de donner une ligne conductrice qui a été validée. Le pacte d'associés, pour moi, il est important qu'il soit conclu très tôt dans l'association, parce que finalement, cela permet de voir en fait déjà d'une qu'on est dans un même niveau de cohérence en termes de valeurs humaines, de valeurs professionnelles, d'objectifs, de points finaux. Et puis c'est toujours plus simple en fait de définir comment ça doit se finir si ça se finit mal quand tout va bien, plutôt que qu'on se retrouve dos au mur, où la communication a été rompue et où finalement ce sont des tiers qui sont amenés à gérer un conflit que aucun cadre légal n'a été amené à soumettre, à mettre en valeur et à déminer en fait. Alors, quelques petits éléments, quelques points clés que j'estime être importants, qu'il faut impérativement inclure dans le pacte d'associés. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, un pacte d'associés, ça ne se fait pas, je dirais, au coin d'une table. Ça ne se fait surtout pas avec un modèle un peu type que tu vas trouver sur internet en mode je fais des économies de bout de chandelle. Non, non, un pacte d'associés pour moi c'est unique. Alors il y a des grandes lignes conductrices bien évidemment, mais il est unique dans le sens où chaque pôle d'investisseurs est unique, chaque pharmacien exploitant est unique, et puis au-delà de ça, chaque pharmacie dans laquelle l'exploitant exerce et où l'investisseur investit est unique. Bien évidemment, une pharmacie rurale isolée n'a pas les mêmes impératifs ou n'a pas les mêmes perspectives qu'une pharmacie de centre-ville sous-exploitée ou une pharmacie de centre-co avec un centre-co qui se développe. Bref, rien d'unique, que du spécifique, et ça pour moi, seul un avocat spécialisé
en société ou en milieu officinal, je dirais, peut te le réaliser. Alors, quels sont les points clés à inclure? Tout d'abord, il y a la clause d'inaliabilité et de préemption de parts. C'est-à-dire que qui peut acheter les parts, sous quelles conditions on peut les acheter, et si jamais on ne veut pas les acheter, à qui on peut les passer, et surtout, en fait, quelles sont nos limites d'entrave sur la cession des parts de la personne qui est en face de nous. Il y a également les conditions de retrait ou de cession, avec notamment des conditions de durée minimale de détention. Alors ça, moi j'estime que ça permet de sécuriser finalement aussi bien l'investisseur que l'exploitant. Pour l'exploitant, ça lui donne la garantie qu'il va avoir des investisseurs qui vont rester fidèles à lui pendant une certaine durée, et donc lui apporter une certaine forme de confort financier, qui ne vont pas le mettre sous pression au bout de 2 ans en mode tu me rachètes les parts tout de suite, sinon voilà, je te brûle. Et puis pour le pharmacien investisseur qui investit parce qu'il croit forcément au projet, cela permet également de ne pas faire un truc du genre je mets 200 000 et puis au bout d'un an l'exploitant il dit écoute tu dégages, moi j'ai plus besoin de toi, c'est bon, j'ai eu mes prêts bancaires, maintenant je vais me charger de la développer la boîte, tu dégages. Bref, ça sécurise investisseur et exploitant. Il y a également la manière de répartir les dividendes et la politique de distribution. Comment sont répartis les dividendes en fin d'année? Alors moi je prône le tiers, c'est-à-dire un tiers pour l'exploitant, un tiers pour l'investisseur, un tiers dans la structure pour son développement interne. Après, si jamais l'exploitant décide de prendre plus, dans ces cas-là c'est une répartition moitié-moitié, bref, s'il y a un échange, mais il faut essayer de respecter cette logique du tiers. Également, il est important de préciser les modalités de rémunération du pharmacien exerçant. Alors moi je pars pour une rémunération minimum, basée sur au moins celle d'un pharmacien adjoint. Il faut être cohérent parce qu'il va y avoir un gros investissement, donc au moins 3 500 € hors taxe, moi ça me paraît être la base. Et puis il faut prévoir aussi les clauses je dirais d'adaptation, notamment s'il y a une forte évolution de la structure, parce que tout simplement, s'il y a une forte évolution de la structure, elle est souvent liée à l'action du pharmacien exploitant, et donc du coup il faut avoir des bonus, je dirais, dans sa rémunération, de façon à lui donner aussi de la motivation, mais qui reste cohérent par rapport à la nécessité de créer et de conserver finalement un certain niveau de trésorerie au sein de la structure. Et puis également penser à mettre en place un plan de succession ou de remplacement du pharmacien exploitant si jamais celui-ci venait à avoir une certaine forme d'invalidité ou de retrait d'exercice. Les points vigilants de ce pacte d'associés, gardez-le bien en tête car il devra être transmis au Conseil de l'ordre des pharmaciens, c'est qu'il doit respecter strictement les règles du monopole officinal et les règles ordinales. L'autre point, c'est qu'il doit préserver impérativement l'indépendance professionnelle du pharmacien exploitant. Pensez également à éviter, et ça vous l'avez compris, les clauses déséquilibrées en faveur des investisseurs. C'est une mauvaise chose et de toute façon, les banques, mais également le Conseil de l'ordre, il sera particulièrement vigilant. Et puis, pensez également à éviter les clauses de sortie trop rigides ou des conditions de cession floues. Soyez précis, soyez factuels, et puis également, soyez large, je dirais, dans l'anticipation des désaccords ou des événements de blocage, et essayez de référencer l'ensemble des éléments qui peuvent bloquer et surtout les solutions qui peuvent exister pour les débloquer, des conditions de litige fermes qui obligent la revente de parts, des conditions de litige qui obligent à faire appel à des tiers, bref, essayez de brasser l'ensemble des problèmes qui peuvent exister durant un exercice en exploitation croisée. Et là, c'est là où en fait tout l'intérêt de l'avocat spécialisé, parce que lui, cet avocat spécialisé, il a une expérience
que vous, factuellement, vous n'avez pas. Un avocat spécialisé, je dirais même plus un avocat spécialisé qui plaide, parce qu'il y a une différence entre les avocats spécialisés qui créent juste, mais qui ne gèrent pas les problèmes, des avocats spécialisés qui sont amenés à plaider, parce qu'eux, ils ont une expérience sur la manière dont vont être gérés les conflits entre les associés. Et ça, c'est une valeur ajoutée qui, pour moi, est indispensable pour la rédaction d'un bon pacte d'associés. Vous, en tant qu'investisseur ou en tant qu'exploitant, vous allez peut-être voir 5-10% des conflits, des problèmes qui peuvent exister. C'est pas votre boulot, vous êtes pharmacien, vous êtes éventuellement investisseur, vous êtes éventuellement entrepreneur, mais très clairement, en fait, vous ne le faites pas suffisamment pour avoir cette visibilité. C'est un peu comme si vous êtes en mesure de savoir la plupart des effets indésirables d'un médicament, parce qu'en fait, finalement, vous êtes le creuset même où beaucoup de personnes vont utiliser ce médicament. Et bien, un avocat spécialisé, lui, finalement, c'est le creuset dans lequel il va y avoir la plupart des conflits qui vont être amenés à son exercice. Et donc, du coup, il aura une vision 360 de tout ce qui peut faire qu'une exploitation, qu'une association se passe mal. Donc, un avocat spécialisé, je dirais bien au-delà même des recommandations que je viens de vous faire, des informations que je viens de vous donner sur le pacte d'associés, finalement, le seul conseil, et je dirais l'unique conseil qu'il faut garder sur la création d'un bon pacte d'associés, c'est d'être bien entouré, bien encadré par un agent de transaction qui lui-même aussi connaît pas mal de problèmes de conflit, et puis bien évidemment donc par un avocat spécialisé. Voilà donc, nous, notre rendez-vous, c'est ça, on l'a fait lundi, ça nous a pris quasiment 3 heures avec Alexis, ça nous a permis de brasser l'ensemble des points. Alors, on le fait en 2, voire 3 étapes, c'est-à-dire qu'on a brassé l'ensemble des points qu'on souhaiterait qu'ils soient présents dans le pacte d'associés. Il y a forcément des réflexions derrière, alors pour Alexis, de son côté, et puis pour nous aussi, des réflexions qui émanent de notre quotidien, et puis des réflexions aussi qui émanent de l'actualité, de ce qu'on peut discuter avec nos confrères, parce que voilà, l'actualité a fait qu'il peut y avoir de la tension entre certains investisseurs et certains exploitants, et puis on écoute, on apprend, on dit tiens, ça on n'y avait pas pensé, bref, on y réfléchit à tout ça. Dans un second temps, le cabinet Gaumont va nous envoyer une version plus aboutie, un petit peu plus finale, on va dire une version bêta. Et puis cette version bêta, on va la corriger et on arrivera à une version finale, je dirais sous une 3e mouture, qui sera validée, signée, transmise au moment du passage au niveau du Conseil de l'Ordre. Voilà ce qu'on a fait pour cette journée du lundi. Mardi, je passais pas mal d'examens et en parallèle, quand on est investisseur, il faut savoir être un petit peu, je dirais, multicartouche. Gilles Andrieux m'a transmis le dossier bancaire, donc du coup, je l'ai checké et mardi soir, à 23h, j'ai fait mes petits envois de mails à l'ensemble des banques avec lesquelles on va travailler. Donc comme je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, on va solliciter 4 banques, Interfimo, parce qu'ils sont d'expérience, ils maîtrisent le sujet, ils sont référents, impossible de ne pas passer par Interfimo. Seront-ils les meilleurs? Je l'espère. En tout cas, c'est pour ça qu'on les sollicite, mais peut-être pas. On verra bien. En tout cas, leur présence dans la négociation me paraît être indispensable. Le Crédit Agricole, parce qu'ils sont les gestionnaires de notre holding, ils sont les gestionnaires de notre pharmacie de Pavie, donc c'est finalement eux qui ont le plus d'intérêt à regrouper, à gérer le regroupement des deux structures. La BNP, parce que c'est notre partenaire bancaire historique. Et puis il y a la Caisse d'épargne, parce que ça a été un challenger toujours très régulier, toujours très présent et toujours très pertinent dans ses réflexions. Bref, donc, envoi du dossier. Alors moi, j'ai pris l'habitude de l'envoyer sous 2 formats. Tu verras, les banques, en fonction de leurs habitudes, ont soit des coffres sécurisés pour le dépôt de dossier, soit des transmissions uniquement par mail, soit une acceptation de lien de transfert. Donc moi, du coup, j'envoie un premier mail avec un lien de transfert, type WeTransfer, Google Drive, etc., en leur demandant de faire le transfert, mais que si jamais ils ont un problème dans le transfert de ce mail, du dossier bancaire, qu'ils me renvoient un mail de façon à ce que soit je leur dépose les différentes pièces en PDF sur un coffre-fort sécurisé et je leur demanderai l'adresse, ou sinon qu'ils me précisent qu'il faut que je leur envoie par mail. Dans ces cas-là, j'envoie par mail avec une fragmentation de dossier par pièce de moins de 10 mégaoctets, parce qu'au-delà de 10 mégaoctets, ça a tendance à bloquer certains mails. Donc voilà ce que j'ai fait mardi soir. Alors comment je prépare mon petit mail? Déjà un petit mail sympathique,
un mail unique. Ça, je trouve ça important, pas un mail global réunissant l'ensemble des banques. Vraiment un mail spécifique à chacun des interlocuteurs bancaires avec lesquels on va être amené à traiter. Je leur présente dans un court résumé de ce mail quel est le projet qu'on va être amené à leur présenter et pourquoi je les sollicite. La raison finalement qui fait que j'ai sélectionné ces banques-là et pas une autre. Et puis je les invite également à consulter rapidement les pièces, à faire des retours assez rapidement de façon à pouvoir éventuellement alimenter ce dossier de pièces qui leur manqueraient. Et puis je leur donne une semaine pour qu'on convienne d'un rendez-vous en physique de façon à pouvoir lancer une discussion, un tour de table avec Gilles Andrieux du cabinet Espace, avec Alexis bien évidemment, nous-mêmes, peut-être éventuellement le comptable, et discuter autour de ce dossier bancaire, présenter le projet, présenter le développement, présenter Alexis, nous présenter aussi, même s'ils nous connaissent déjà. Et à la suite de ça, attendre la réponse de la banque en ce qui concerne la possibilité de prêt et les conditions de ce même prêt. Voilà qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Ça a été dense. Alors là, on est dans la phase où les banques ont déjà commencé à nous répondre. Donc, on va pouvoir ambitionner de positionner des rendez-vous. Alexis commence à rappeler les banques pour se présenter rapidement par téléphone et organiser des rendez-vous qui sont cohérents par rapport à son emploi du temps qui est factuellement plus restreint que le nôtre avec Marco, parce que déjà d'une, on a l'avantage d'être deux. Donc du coup, même si les deux ne peuvent pas être présents, il y en a au moins un qui sera présent. Et puis celui de Gilles. Et puis en parallèle de ça, moi pour ma part, j'ai demandé à notre comptable de nous réaliser un petit texte synthétique pour présenter à la banque, pour être cohérent, je dirais, dans la présentation du montage de la société, de l'intrication des sociétés, une présentation également synthétique du plan de financement, car je pense qu'il n'y a rien de moins inquiétant pour une banque qu'un pharmacien et des investisseurs qui maîtrisent mal le sujet du montage juridique, fiscal, mais également le montage économique d'une pharmacie que l'on vise à reprendre. Voilà. Comme toujours, j'espère que ces conseils te seront utiles dans ta recherche d'investissement, dans ta recherche d'installation. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu veux que je te partage certains documents, si tu veux que je développe certains sujets. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce journal d'une installation saison 2 avec toujours beaucoup d'éléments. Le but, favoriser l'échange, favoriser l'installation, favoriser la dynamique entrepreneuriale dans le secteur de la pharmacie. À très bientôt.